Je m'appelle Émile Bertin, je suis brasseur à la Dauphine, je suis le brasseur de la Dauphine depuis 2 ans maintenant et j'ai 24 ans. Mon parcours pour être brasseur il a commencé 1 an avant d'être ici, quand j'ai justement appris le brassage en amateur. Alors j'ai fait entre temps quelques stages chez d'autres brasseries, des micro-brasseries de la région, et je brassais en amateur chez moi, donc dans mon garage avec une petite marmite. Et mon parcours ici a commencé avec 1 mois et demi de formation avec l'ancien brasseur, avant d'être lâché un petit peu tout seul comme ça. C'est bon ? Ouais. Là on voit dans ce qu'on a mis, on voit un petit peu les différentes céréales. Si tu te rapproches, on voit un petit peu des céréales qui sont un peu plus caramélisées. Là on voit un truc qui est gris, ça c'est du seigle. On voit vraiment un petit peu les différents mélanges de céréales qu'on avait déjà préparés. Plusieurs grains différents qui sont plus ou moins caramélisés. Là, je peux t'emprunter ça. Voilà. Typiquement celui-là c'est vraiment un grain clair, un malt de base. Et à côté on en a un qui est bien plus caramélisé. On voit qu'il y a certains grains qui sont un peu noirs dedans. Voilà, on a un peu tous les intermédiaires. Celui-là qui est un peu entre les deux. Donc je vais te laisser goûter tout ça. Ah oui. On peut aller jusqu'au carrément plus torréfié. Ça c'est vraiment pour faire des brunes, des stouts, des bières noires assez corsées. Je te conseille de commencer par goûter celui-là. Et je mange ça genre comme ça. Ah ouais, t'en prends 3-4 grains, enfin une petite pincée. Celui-là il est bon, en vrai celui-là il est bon. C'est comme les graines de tournesol ou du croque. Allez, ouais, allez la poule. Ah non, faut picorer par contre, c'est directement avec la bouche comme ça. Ah, avec un peu de lait ça passe, non? Mais oui. Mais ouais, c'est je mange de la bière quoi. Exactement. Et ben avec celui-là du coup tu manges de l'ambre et tu manges ce que tu as bu juste avant. Ah. Là c'est vraiment ce côté caramélisé qui ressort. Oh putain. Celui-là c'est mon préféré. Il est bien sucré et plutôt cool. D'accord. Et avec celui-là du coup on sent... Mais ça c'est plus doux non? C'est plus doux, c'est plus caramélisé quoi, donc c'est plus sucré, c'est vraiment plus... Là en fait c'est déjà une partie de l'amidon qui est déjà transformée en sucre, enfin, c'est vraiment caramélisé quoi. Ils ont pris le grain, ils l'ont fait un peu griller et... Voilà. Celui-là il est plus grillé, ouais. Et c'est moins sucré, c'est déjà plus... quand tu croques, tu vois torréfié, que c'est un peu plus grillé. Ouais, et du coup celui-là il est plus grillé que celui-là, tu peux le goûter aussi. Avant de te faire goûter... Le café. Voilà. Les graines de café. Non c'est même pire que ça, c'est... Là il t'en a montré un qui était... Moi je préfère ça moi. Ça je suis au resto. Je suis au resto. Parce que t'as le un peu café, puis t'as le encore plus café. T'as celui-là beaucoup plus en grosse quantité. Attends parce que j'ai un mélange de... Ça, c'est en train de fermenter aussi dans ma bouche. Il va faire de la bière dans son estomac. Mais ceci dit, oui, on a les enzymes dans les enzymes qu'on a dans la salive, c'est les mêmes enzymes qui sont dans le grain. Dans notre réflexion, ça devient pas un peu plus fort. Dans ma bouche, j'ai l'impression que c'est un peu plus fort. Celui-là, il est plus fort. Celui-là, il est déjà plus vraiment torréfié. Il est plus fort. Celui-là, ou ces deux-là, c'est les plus doux, je dirais. Celui-là, il est déjà un peu plus torréfié. Et celui-là, il est vraiment cramé. Ouais. Ah, j'ai l'impression qu'il faut du charbon, ouais. Enfin, pas du charbon, mais du bois brûlé. Et celui-là, c'est vraiment là où on aura des notes de café, de fèves de cacao, vraiment de cacao maigre. On n'en met pas en grosse quantité. Je suis pas fan. J'ai l'impression de boire de manger du bois brûlé, quoi. C'est un bon porridge quand même. Ouais. Un bon muesli. Et encore, comme tu disais, là on n'a pas l'odeur à la caméra, mais c'est quand même sympa. Vu qu'il y a beaucoup de céréales par rapport à ce qu'il y a d'eau, ouais, il vaut mieux bien intégrer. Après sinon c'est la pâle automatique qui le fait tourner et ça va rester à cette étape pour à peu près 1 heure. Et le but c'est que tout l'amidon qui est contenu dans les grains soit transformé en sucre. Là il y a des petites enzymes qui bossent. On va voir, on met une casserole du coup juste en dessous et en fait j'ai installé 3 plaques sur le fond de la casserole, enfin de la cuve, qui servent de filtre. C'est des plaques qui sont striées et qui vont servir à retenir le grain pour laisser s'échapper le liquide bien filtré le plus propre possible, qu'on va récupérer et mettre dans la deuxième cuve. Comme j'expliquais, il y a le fond filtrant, donc les plaques que j'ai mis au fond,
qui retiennent la partie solide du grain, ce qu'on appelle les drèches. Et le mou, donc la partie liquide c'est le mou, il est en train de se faire filtrer vraiment de lui-même entre les grains. C'est pas forcément la plaque qui filtre, c'est les grains eux-mêmes qui filtrent la partie liquide. Et donc là on voit que ça coule quand même assez clair. Alors la première partie je la reverse par-dessus pour que ça se refiltre un peu mieux, et la partie d'après je la verse du coup dans la cuve d'ébullition à côté. Donc là voilà, on voit que ce qui coule c'est quand même assez clair, on voit bien à travers, c'est bien propre, il n'y a pas trop de grains, c'est plutôt bon signe. Donc là du coup je rajoute de l'eau en même temps au fur et à mesure. Le but c'est que d'asperger vraiment par le dessus pour bien dissoudre ce qui reste dessus. C'est assez important de le faire par gravité. Je ne vais pas brancher directement ma pompe à la cuve parce que ça pourrait tirer dessus et ça va entraîner des grains. C'est vraiment important de le laisser faire tranquillement par la gravité. C'est pour ça que je laisse couler dans la petite casserole à côté et que de cette casserole j'aspire avec la pompe. Mais vraiment il ne faut pas mettre la pompe directement, sinon ça va, en fait, ça va absorber trop, ça va tirer des grains, ça va colmater le filtre et c'est un enfer. Je vais tester du coup la clarté. On voit qu'il y a quand même des grains qui passent. Mais le but c'est qu'il y ait le moins de grains possible. Donc là il y en a quand même un petit peu hein, forcément. Mais voilà, on peut voir un petit peu la clarté de la bière comme ça. On voit qu'elle est quand même bien ambrée. Et là c'est le moment où on goûte. Bah du coup à la vôtre là c'est encore chaud, mais je vous laisse goûter juste après. En effet c'est chaud. C'est hyper sucré. C'est vraiment un jus de céréales concentré. Alors niveau quantité d'énergie dedans c'est assez impressionnant. En hiver je m'en sers un grand verre, j'ai de la patate pour toute la journée. C'est sympa. C'est le caméraman qui goûte. C'est très chaud. C'est super chaud. C'est bon 70 degrés. 70. Donc là il n'y a pas d'alcool dedans. Oh la vache. Ah ouais. C'est du sucre. Que du sucre. C'est que du sucre. Sam. Ouais. Ah c'est des céréales mais avec du sucre. C'est ça. C'est hallucinant. Ah ouais ouais ouais. Au contraire. Ah, c'est une tisane, quoi. Ouais, c'est une tisane de céréales. Ça j'aime bien moi. Ouais. Ah ouais, c'est super bon. C'est vraiment un thé ultra sucré quoi. C'est genre tu prends ça thé et tu mets ça de sucre. Donc là ce qu'on voit en face c'est la houblonnière. On a fait pousser des plants doublons il y a 3 ans. Le but c'est d'avoir une petite autonomie au moins sur le houblon. Là on a 5 variétés différentes et 50 plants. Donc là ils sont petits mais ils vont commencer à grimper en fait le long des poteaux qu'on a installés, le long des câbles qui sont entre les poteaux. Et ça finit par atteindre quelques mètres de long. En fait celui-là ce qui est même marrant c'est qu'il poussait dans la forêt derrière la brasserie. Et ils l'ont récupéré pour le mettre ici. Et donc il y en a un petit peu de partout. Et on voit que c'est grimpant quoi. On voit que ça essaye de se mettre un peu de partout. Nous on essaie de le faire courir le long de la pergola. Et ça à la base c'est une variété sauvage, donc on peut pas dire c'est du cascade ou du willamette ou je sais pas quoi. Et donc on sait pas vraiment quels arômes précisément il va avoir. On l'utilise une fois par an pour une cuvée spéciale. On utilise le houblon qu'on a là, celui qu'on a dans la houblonnière, et puis du houblon qu'on va chercher un peu de partout dans la forêt, aux alentours. Il y en a vraiment de partout dans la région. Donc voilà, à peu près une fois par an pour l'instant on essaye de faire un brassin pour ça. Et le but, quand tous les plants de houblon donneront leur maximum, je crois que c'est à peu près un quart de notre production qui pourrait être utilisé comme ça. Là on voit que c'est un plant de l'année dernière qu'on n'avait pas taillé. Il reste encore des bouts de fleurs qui sont bien séchés. Et du coup la fleur dès qu'elle est prête, normalement on l'accueille et on la fait sécher en 1 ou 2 jours. Et après on peut l'utiliser directement. Pour la conserver, on va la mettre sous vide, au congèle, pour vraiment préserver au maximum les arômes. Bon celle-là évidemment de fleur elle est plus utilisable, hein, elle est beaucoup trop sèche, beaucoup trop abîmée. Donc là je vais peser le houblon qu'on va rajouter dans la cuve après. On va mettre 2 houblons, un pour donner l'amertume de la bière et un autre qu'on mettra à la fin de l'ébullition pour donner plutôt la partie aromatique. Celui-là il va bouillir pendant 1 heure, c'est vraiment que pour l'amertume, donc c'est une variété particulière par rapport à ça. Et on va en peser du coup un deuxième juste après. Et bim. Donc on voit que par rapport à la quantité de céréales, c'est quand même rien du tout. On met vraiment ça de houblon pour 1000 litres, alors qu'on met ça de céréales pour la même quantité de bière. Voilà. Les céréales, le houblon. La bière n'est pas faite à partir de houblon. On vous a menti depuis le début. C'est juste pour aromatiser le houblon. Et ça sent super bon.
après, tu mets un truc comme ça dans ta bouche. Ça, c'est les pellets, c'est la fleur qui a été broyée et recomposée. D'accord. C'est plus pratique pour le stockage et pour le transport. Donc souvent on l'achète comme ça. T'es sûr que t'as pas envie? Non, parce que je sens le bisutage arriver quand même. Oui, ah, c'est du bisutage. Donc on dit la bière c'est amer, le houblon c'est floral, fruité, c'est amer. À la tienne du coup. Hein. Oh putain, ça arrive après. Bon, du coup, Émile il m'a dit que je pouvais directement me servir aux sources. Eh oui. Grâce à une fontaine de bière. Donc du coup tu vas pouvoir goûter. Là la bière elle est en fermentation seulement depuis hier. Le goût est assez brut. T'as quand même encore beaucoup d'amertume. Ça va s'atténuer avec la fermentation. Mais là le premier jour c'est quand même assez c'est fort en goût. C'est encore assez faible en alcool mais c'est... Voilà. Ouais, on sent vachement le goût du céréal quand même. T'as la céréale, t'as le houblon qui tabasse par-dessus, c'est assez bourrin. C'est beaucoup plus frais que tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure c'était quasiment à 80 degrés ce que tu disais. Ouais. Là on est à peu près à 20-25 degrés. C'est ça. J'ai bien retenu ma leçon. Exactement. Très content. Parfait. Mais donc voilà, tu sens que le goût est quand même. Tu sens que ça a déjà un goût de fermentation, mais un goût de levure. T'es sur la céréale directement. C'est un peu brut. Une personne qui a jamais goûté la bière, tu fais tiens, bois. Ça c'est la bière, la meilleure bière. Je pense qu'il fait une sale gueule. Ouais. Je m'appelle Catherine de Reume, je suis pas du tout de la région, moi je suis belge. J'ai fait mes études en Belgique et j'avais fait ingénieur agroalimentaire avec une spécialité en fermentation, vin, bière et fromage. Et au début j'avais aucune idée de quel produit je voulais faire plus tard et j'aurais pu faire de la recherche aussi mais ça n'a pas été mon truc, moi c'était vraiment le réel, toucher la matière. Et donc finalement c'est vraiment la bière qui m'a plu. Et donc moi étant belge, comment je suis arrivée ici, c'est en fait mon ex-mari, voilà, une histoire d'amour, de vacances. Et bien on s'est rencontrés et lui il était de la région, donc on a décidé de revenir dans la région. Et lui, en fait, on peut dire que je l'ai contaminé aussi parce qu'il n'était pas du tout là-dedans. Et du coup, petit à petit, il a dit ok, bon, on monte notre propre brasserie. Et donc on a fait ça à deux à la sortie des études. Et donc voilà, ça va faire donc. Je suis arrivée dans la région en 2004, on a acheté le bâtiment en 2005 et les premières bières ont été vendues en avril 2006. Donc tout très rapidement, voilà. Du coup, ouais, c'est vrai qu'en 2005-2006, là qu'on a vraiment créé notre brasserie, en Isère, on était la 3e brasserie d'Isère. Et maintenant, il y a plus de 40 brasseries en Isère. Donc, sans compter la Savoie, le Rhône et tous les départements de Rhône-Alpes. Il y en a donc énormément, des brasseries, voilà. Mais c'est pas quelque chose de négatif en fait, parce que moi au début quand je voulais un peu démarcher les bars, les restaurants, les commerces, bière artisanale ils connaissaient pas bien, ils avaient vraiment une méfiance et peur de ne pas avoir un bon produit. Et du coup c'était même compliqué de démarcher et maintenant en fait tout le monde veut avoir une bière artisanale. Donc c'est vraiment un engouement pour les petites brasseries et c'est ça qui est chouette. Ah, parce que c'est surtout connu un petit peu dans l'Europe du Nord et les pays un peu celtiques, parce qu'il y a un petit peu Angleterre, Irlande, etc. Donc c'est vrai qu'en France, nous c'est plutôt le vin et le champagne. Mais la bière, c'est vrai que c'est pas très répandu. Moi c'est vrai que étant belge, en Belgique, chaque village avait son boulanger et son brasseur. C'était donc le pain liquide et le pain solide, il y avait les deux. Et d'ailleurs mon arrière-grand-père était brasseur en Belgique. Voilà. D'accord, donc c'est un petit peu une histoire de famille. Oui. D'accord. En plus de la bière, tu proposes d'autres trucs à vendre, d'autres produits. Oui, alors on reste le plus local possible, mais on veut aussi avoir des boissons pour les enfants, donc on a des jus de pommes locaux. On a aussi des limonades qui, elles viennent quand même un peu plus loin, près d'Annecy. On a des sirops pour les enfants aussi, qui viennent de Virieu, qui n'est pas très loin non plus. On a du miel, voilà. Mais on se diversifie pas trop non plus. Ouais, il faudrait se vendre dans la microbrasserie un petit peu locale. Et j'ai vu d'ailleurs que tu faisais du whisky aussi. Ah oui, ben ça le whisky, ça plaît bien. Ouais. Ah, en fait, on a commencé par faire, on va dire, plutôt une eau de vie de bière. Ouais. Donc c'était de la bière qu'on ne pouvait plus vendre pour X raisons, qu'on faisait distiller et on le faisait vieillir dans des petits tonneaux de 25 litres, donc là c'est très rapide.
Et après, petit à petit, c'est vrai qu'il faut de la trésorerie. Hein. On s'est décidé de faire du whisky parce que le whisky c'est 3 ans minimum. Ouais, ça prend du temps. Donc il faut du temps. Ça change les 5 semaines de bière. Voilà. D'accord, ok. Et pour la livraison, ça se passe comment? C'est un rayon, un truc comme ça? Alors les livraisons, oui, nous on fait des livraisons à 50 km à la ronde en fait. Et c'est nous qui les faisons. On envoie un mail à chaque client en lui disant la semaine prochaine on livre votre secteur, voici l'état de notre stock, parce que vous avez vu on a une vingtaine de recettes différentes donc on peut pas avoir tout le temps. Donc du coup on leur envoie un mail en leur donnant l'état du stock et on leur dit on passe la semaine prochaine, voilà. Et donc ça c'est livraison franco-port et c'est vrai nos clients aiment bien, ils apprécient cette régularité de livraison. D'accord, que ce soit particulier ou professionnel. Ça veut dire si moi par exemple je veux une location. C'est plus des pros. D'accord. Et dernière petite question, pourquoi en fait ce bâtiment? Est-ce que c'est un rapport parce qu'avant c'était une ancienne microbrasserie ou alors c'est juste pour le cadre? Parce qu'il est quand même joli, hein, c'est perdu en pleine campagne avec le petit ruisseau et tout ça. C'est vrai que le cadre, ça fait pas vraiment l'usine moderne, j'ai envie de dire. Il y a vraiment beaucoup de charme. Alors, du coup, est-ce qu'il y a une raison pour ce lieu ou... En fait au départ quand je cherchais un bâtiment donc avec mon ex-mari au début là, on cherchait plutôt une grange ferme avec justement grange attenante pour qu'on puisse être sur le même lieu et en fait c'était pas du tout dans nos budgets et puis à force de chercher on est tombé sur ce bâtiment sur lequel il y avait une bâche où il était écrit à vendre ou à louer et on s'est dit mais ouais en fait c'est ça parce qu'en fait tout ce qu'on recherchait c'était finalement très petit. Et on s'est dit, non mais vu le prix, alors oui c'était pas cher pour l'époque, il y avait quand même 1800 mètres carrés de bâtiment et 2 hectares de terrain. Donc c'était une vieille usine de tissage textile, après il y avait une coopérative laitière et encore après une menuiserie. Et nous on a créé directement la brasserie dedans, donc en fait il n'y a jamais eu d'autres brasseries avant parce que tu parlais d'une autre microbrasserie. Non, c'est nous qui avons créé la brasserie et il n'y avait jamais eu de brasserie dans ce bâtiment. C'est vraiment, voilà. Et le fait qu'il y ait un puits, donc on avait l'eau qui était sur place, et tout ça, ça nous a aidé à décider d'acheter ce bâtiment, même si le bâtiment faisait quand même un peu peur vu les travaux qu'il demande. Après on a tout fait petit à petit et tant pis, c'est pas isolé, on chauffe pas. Et puis... En fait la densité me donne le degré, enfin le taux de sucre et si je prends la densité avant la fermentation et la densité après la fermentation, j'aurai une différence de sucre et c'est ce sucre qui a été consommé par les levures pour fabriquer de l'alcool. Du coup je peux savoir combien de sucre elles ont consommé et donc combien d'alcool elles ont produit. Pour prendre le volume que j'ai transvasé, j'ai utilisé la canne pour avoir le niveau. Et je disais du coup que l'hygiène est assez importante à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait une infection, donc il ne faut pas qu'il y ait une bactérie ou une levure indésirable qui rentre dans la bière. Donc il faut bien désinfecter tout ce qui rentre vraiment dans la cuve. La cuve elle-même a été désinfectée ce matin. La désinfection de l'embouteilleuse, c'est ce que je suis en train de faire à côté. En fait, on désinfecte à la vapeur, donc c'est une génératrice de vapeur qui juste fait chauffer la cuve autant que possible. Donc là je vois que là c'est brûlant en fait, faut pas toucher, c'est brûlant, mais je vois que ça déborde de vapeur, donc ça chauffe pas mal. En fait, même après le nettoyage et avant qu'on s'en serve, on redésinfecte avec la vapeur. C'est ce qu'on fait aussi pour à peu près toutes les cuves en fait, même les fermenteurs, avant de les remplir, on les redésinfecte même s'ils étaient déjà propres, juste avec de la chaleur. Le fait de les monter à 80 degrés, ça va bien tuer les potentielles bactéries qui pourraient rester. Donc voilà, c'est vraiment juste de jouer du sucre. Il faut ni que j'en renverse ni que je me brûle. Et je referme très vite pour pas qu'il y ait de poussière qui rentre. Du coup, donc on a versé un sirop bouillant dans une bière qui était froide. C'est pas grave parce que justement la bière était très froide. En fait, la dernière semaine de fermentation, on la passe à froid. Et là, pour relancer la fermentation, il va falloir que la bière soit à 20 degrés. Donc nous, on la réchauffe pas jusqu'à 20 degrés, mais le fait d'avoir réchauffé de quelques degrés avec le sirop, c'est pas plus mal. Et sinon, après, elle va se réchauffer juste avec la température extérieure. En fait, les fûts, on les stocke dans une chambre chaude, ce qu'on appelle une pièce. Donc c'est toujours 20 degrés toute l'année, même en hiver. Et du coup, dans cette pièce, elles peuvent repartir en fermentation grâce à la température, tout simplement.
qui vraiment m'a marqué la première fois que j'ai fait du brassage, ça a été l'odeur pendant l'empâtage. C'est vraiment, j'ai vu la grosse casserole avec ce mélange d'eau et de céréales, et c'est pas la bière elle-même qui m'a attiré, c'est les céréales avant, quoi. J'ai senti, en plus la première bière que j'ai faite, c'était une bière ambrée, donc avec une odeur de caramel, vraiment de tu sais, le muesli du matin, hyper sucré, avec un goût de céréales un peu grillé comme ça, et j'ai adoré ça. D'accord, donc c'est même pas la bière qui t'a attiré, c'est vraiment j'ai trouvé ça même plus attirant que la bière elle-même, surtout que au début j'avais pas forcément un attrait pour l'alcool en soi, ni même maintenant d'ailleurs. C'est quand même marrant ça. Ouais. Faire de la bière sans vouloir la boire. Moi c'est bien, c'est que tu plongeras pas dedans quoi, donc. Ouais. Alors que Dieu sait que le risque est présent. Ouais, il y a une certaine accessibilité à la bière. C'est très tentant même, j'ai envie de te dire. Pendant mon tournage, en fait, tu avais un stagiaire, c'est ça? Du coup, comment ça se passe les différentes étapes? En fait, comment on fait pour, je sais pas, une personne lambda qui veut arriver ici pour faire un stage en fait? Nous, on accepte facilement les stagiaires avec simplement un organisme qui peut faire une convention, donc Pôle emploi ou une école. Lui, en l'occurrence, il est en bac pro chimie, donc c'est son école qui tout simplement lui fait le stage, la convention. Et donc il va me suivre pendant à peu près un mois en production, il va voir aussi le stock, un peu toutes les étapes, la vente, le bar, etc. D'accord. Lui c'est un jeune, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des stagiaires plus âgés. Ah, donc il n'y a pas besoin d'être majeur quoi. Non, lui il est même pas majeur. D'accord, ok. Donc c'est vrai qu'on peut pas lui faire goûter la bière, de toute façon il aime pas spécialement ça. Donc lui aussi, donc et voilà, mais lui aussi c'est parfait, c'est nickel, il est là pour le brassage et pas pour la dégustation. D'accord, ok. Et sinon en reconversion, il y a d'autres... et tu conseilles combien de temps pour apprendre à faire de la bière? Moi ça a été court. Moi j'ai justement passé un peu moins d'un an à brasser chez moi en amateur avant de venir ici. Sinon certains commencent avant d'apprendre entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils essayent et ils avisent après et ça peut marcher. Et sinon quelques mois d'expérience c'est quand même un minimum. Selon l'expérience qu'on a, si on est tout seul chez soi et qu'à côté on lit rien, bah forcément on va pas bien apprendre. Si on fait des stages, qu'on se renseigne beaucoup, sur internet il y a beaucoup de sources. Faut pas hésiter à échanger avec d'autres brasseurs amateurs ou des brasseurs pro même. Faut être motivé quand même. Faut être intéressé. Ouais. Et du coup, que penses-tu des petits packs qui existent déjà pour fabriquer sa propre bière? Est-ce que tu recommandes ou pas? J'ai pas essayé. Ça peut être une bonne approche facile entre guillemets pour pas se dire ah oui alors il faut telle cuve, un réchaud, machin. Voilà, il propose un truc qui est déjà fait donc ça peut être intéressant. Après moi je suis pas passé par cette étape donc je les connais pas spécialement. Mais ça peut être une première étape avant de vraiment se lancer, ça peut être pas mal. D'accord. Comment tu trouves le nom de la bière et comment c'est le design des étiquettes? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est toi qui te dis bon je vais l'appeler bière printemps, je vais l'étiquette, je vais la mettre en vert par exemple? Non, c'est pas forcément moi qui décide. En fait, les étiquettes, on les a changées il y a quelques années. C'est une amie de la patronne qui est graphiste et qui nous avait fait ça. D'accord. Après, les designs sont assez classiques, globalement. Les noms aussi, moi je peux choisir ce qu'il y a écrit, le petit texte qu'il y a derrière, je peux le choisir. Ouais. Et en général, on met quelque chose d'assez simple. Le goût que peut avoir la bière, son amertume, etc. D'accord. Et pour toi, c'est quoi un bon brasseur? Compliqué celle-là. Un bon brasseur... Comment tu reconnais un bon brasseur d'un mauvais brasseur? Déjà, je pense qu'il y a une question de passion, forcément. Après, est-ce qu'il y a un truc qui fait que... faut pas juger plus que ça, c'est vraiment le résultat qui... S'il fait de la bonne bière, c'est qu'il brasse bien. S'il fait de la mauvaise bière, c'est qu'il brasse mal. Après, c'est... Moi j'aime bien l'approche un peu de cuisine, un peu de... on sait qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent influencer. Certains paramètres vont être plus intéressants que d'autres. Ceux qui vont s'intéresser à la recette, ceux qui vont s'intéresser à faire plusieurs styles de bières différents. Avoir une certaine humilité aussi parce que y a des brasseries qui sont très très fiers de leur médaille par exemple et d'autres brasseries qui sont contre ça. Enfin je pense qu'il faut juste avoir un peu de recul, un peu de... si la bière est bonne, point, chacun ses goûts en fait. Donc les brasseurs qui disent cette bière est excellente et celle-là elle est mauvaise, c'est difficile quoi. C'est une question de goût quoi. C'est une question de goût avant tout et donc si beaucoup de monde trouve une bière bonne, c'est qu'elle est bonne quelque part. Ouais. Et toi je suppose que tu as eu des ratés aussi dans tes bières? J'ai eu quelques ratés. Mais les premières en général ou même des fois ça t'arrive de temps en temps? Les premières. D'accord.
Surtout les premières parce que justement moi j'ai essayé sans trop me renseigner et je me suis renseigné après, donc forcément les premiers je comprenais pas tout. Quand tu grilles les étapes, oui c'est sûr que... Voilà. Tu fais une étape sur 2 et tu la fais mal, donc forcément c'est pas terrible. Et les premières elles étaient un peu acides, des goûts, tu sens qu'il n'y a rien d'équilibré quoi, rien ne va quand tu la bois, déjà tu ouvres la bouteille, ça mousse, quand tu la sers il n'y a pas de mousse mais il y a trop de bulles. J'ai un collègue aussi qui a une sale histoire avec une bouteille de bière qui a fini en geyser comme ça. Donc, en amateur, surtout au début, ça arrive assez régulièrement. D'accord, ok. Et maintenant, si je peux avoir des ratés, c'est justement sur les recettes vraiment bizarres que je veux faire. Parce qu'en fait, si tu veux, tu es un peu comme un cuisinier, des fois tu vas inventer un nouveau plat, enfin là en l'occurrence une nouvelle bière. Des fois, je peux avoir envie de m'amuser et faire une bière vraiment étrange avec de l'aneth dedans ou du poivron ou je sais pas quoi. C'est comme une fois, il y avait une fois précédente où j'étais venu, tu m'avais fait boire une bière qui était spéciale, mais au final que je trouvais très bonne. Je sais plus c'était laquelle. Il y avait de la betterave dedans. La betterave, exactement, la bière à la betterave. C'était gingembre piment. Ouais, c'était vraiment... Avec du malt de sarrasin, une levure de champagne et de la betterave par-dessus. C'était vraiment spécial, mais t'es vraiment bonne celle-là. Et pour le coup, voilà, on a des idées vraiment bizarres qui arrivent et on se dit, bah oui, en fait, c'est possible de mettre de la betterave dans une bière, donc pourquoi pas essayer. Et on essaye et si ça marche pas, tant pis, si ça marche, tant mieux. Qui t'entraîne à rien. Qui t'entraîne à rien. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer un peu les bières que tu as créées? Donc ça c'est vraiment les 2 recettes que j'ai créées moi. La Nation Ale c'était un projet avec le syndicat national des brasseurs indépendants. Ils voulaient faire ce qu'on appelle une bière de récolte. La bière de récolte c'est une bière où on utilise du houblon frais, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas sécher comme d'habitude pour l'utiliser, on le récolte, on l'utilise directement dans la bière. On a 2-3 jours pour l'utiliser avant qu'il sèche ou qu'il s'abîme, donc il faut vraiment l'utiliser directement pour la récolte du houblon à l'automne. Donc ça c'est une blonde assez classique, le houblon frais apporte une touche un peu plus herbacée, un peu plus fraîche que du houblon séché. Donc ça c'est une recette un peu plus classique et l'autre que j'ai créée c'est celle-ci, donc ça c'est une cuvée du brasseur, c'est justement des brassins éphémères qu'on fait au bon vouloir du brasseur. Ça c'est une brune. Et là où je me suis amusé c'est que dedans il y a un petit peu de pain sec, j'ai remplacé une petite partie du malt d'orge par du pain sec. Qui apporte du coup de l'amidon et donc du sucre et donc du degré d'alcool aussi. J'ai mis un petit peu de malt tourbé, ce qui lui donne une très très légère touche un peu whisky ou un peu boisé, presque un peu fumée. Et elle est très douce, en goût en tout cas elle est très douce. Elle est plutôt ronde, très peu d'amertume, par contre elle est à 8 degrés d'alcool. Donc voilà, j'avais fait ça à l'automne. Comment ça faire voilà, c'était avant l'hiver. Pour ceux qui sont pas habitués, je pense que c'est peut-être pas la... Et ben justement, pour ceux qui sont pas habitués, ils sentent pas qu'il y a les 8 degrés d'alcool. Et du coup ça plaît. D'un coup ça tombe, non? Un peu ouais. Ouais d'accord. Ça peut être traître. C'est la traître, t'aurais dû l'appeler la traître en fait. Elle peut être traître, elle peut l'être. Et voilà, j'avais créé ça, c'était avant l'hiver, fallait se réchauffer en hiver, il fallait un truc qui réchauffe. C'est le cas de celle-ci. D'accord. Et tes recettes, tu les inventes chez toi ou pendant ton temps libre ici Pendant mon temps de travail même. Pour celle-ci en tout cas, c'était vu que c'est pour la Dauphine, je l'ai créée sur mon temps de travail. Et tu les tentes sur des grosses cuves? Ou tu essaies vraiment de... Celle-là, je l'ai directement faite. Je ne l'ai pas tentée. Normalement, si je voudrais créer une recette, vu qu'on fait 800 litres à la Dauphine, il faudrait que je teste sur 20 litres à côté en amateur pour être sûr de ce que je fais. Là, je l'ai fait directement. Parce que j'étais sûr de ce que je faisais sans connaître. C'est-à-dire que t'es un bon, c'est bien. Parce que franchement, moi je l'aurais pas tenté comme ça. Après, en même temps, je suis pas brasseur, mais. J'ai pas pris les plus gros risques sur celle-ci non plus. Je suis pas allé dans certains extrêmes en fait. T'as pas commencé avec de la betterave directement dans une bière sur 800 litres. Sur 800 litres, je mettrais pas de la betterave sans connaître avant. Pour quelqu'un qui veut devenir brasseur, tu conseilles quoi? D'essayer chez soi. Je pense qu'on peut pas être un brasseur pro si on n'a pas été un brasseur amateur avant. Et je pense même qu'on peut pas être un bon brasseur pro si on n'est pas en même temps brasseur amateur. Parce que justement en pro on a quand même cette notion de production, de rythme, on fait toujours les mêmes recettes. Et en amateur c'est là où on découvre, on apprend, on teste, où on se rend compte de à quoi ça ressemble réellement quand on le fait. Et pour moi c'est super important de brasser en amateur chez soi. Donc moi je conseille des petites marmites de 20 litres et d'essayer régulièrement. Après évidemment c'est le fait d'échanger avec les autres brasseurs qui sera important, mais pour moi il faut avoir un petit réseau quoi. Ouais, alors sur internet, moi j'ai vraiment beaucoup appris sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur des forums de brassage amateur qui échangent en fait, enfin, c'est des grosses communautés, donc forcément on pose une question, on a 150 réponses et on fait le tri, certains on sait qu'ils ont plus d'expérience que leur réponse aura plus de crédit et d'autres moins. D'accord. Et pour moi c'est vraiment en regardant l'avis général parce que sinon il y a des livres qui existent, il n'y a pas beaucoup de livres en français récents qui existent et du coup c'est complémentaire quoi. Il faut lire évidemment mais il faut pour moi aussi beaucoup échanger
rencontrer les brasseurs amateurs, se faire goûter quelques bouteilles à droite à gauche. Voilà, j'arrive vers un autre, je dis bah moi j'ai testé ça, toi t'as testé ça, on échange et on double un peu l'expérience à chaque fois qu'on goûte la bière de quelqu'un d'autre. En gros, ouais, t'as besoin d'une bonne année d'apprentissage quand même. Ouais. C'est pas en une semaine où t'arriveras à être brasseur, quoi. Ouais. Ok. Je vois. Mais en même temps, soi, si tu me diras, c'est un métier, c'est comme cuistot, tu peux pas t'imposer cuisinier ça, en du fait. jour au lendemain. Disons que tu peux apprendre pendant 6 mois et être cuisinier, mais si tu apprends pendant 10 ans, tu continueras à être meilleur cuisinier qu'au début. Ouais, puis je pense que même là, toi maintenant, tu dois continuer d'apprendre. Ah ouais. Malgré que tu travailles ici depuis quelques années maintenant. Ah, il faut. Ouais, d'accord, ok. Parce qu'en fait, au final, être brasseur, c'est un métier que tu vas apprendre toute ta vie, quoi. Même s'il y a des trucs qui n'existent pas, peut-être dans 10 ans ou 15 ans, tu vas révolutionner un truc que personne n'avait fait auparavant. Ouais. Il suffit, je sais pas, la pointe de céréales de trop ou de moins pour que ça change complètement quelque chose. Ouais, certains ingrédients. Et puis la bière, c'est un monde qui évolue beaucoup et il y a certains styles de bière qu'on boit maintenant qu'on ne buvait pas avant. Les IPA, les NEIPA, les Gose, enfin des styles de bière, il y a 20 ans, on n'entendait jamais parler. Il y a 20 ans, on buvait un seul type de blonde légère et c'est tout. Et maintenant, on a de plus en plus de nouveaux styles de bière, donc il faut éventuellement apprendre les ingrédients, les différentes façons de faire. Et ça peut être intéressant, si on continue à apprendre pendant toute une vie, d'apprendre aussi historiquement qui brassait où et comment. C'est-à-dire les Belges il y a 100 ans ne brassent pas de la même façon que les Américains actuellement. Donc vu que la bière est faite de partout, c'est toujours intéressant d'apprendre les différentes façons de faire. D'accord, c'est comme moi je disais, une fois à Ottawa, j'ai bu de la bière au tiramisu. Voilà. Je pense qu'il y a 20 ans de ça n'existait pas. Voilà. Donc cette vidéo était quand même vachement longue, hein. C'est pas les traditionnels vlogs que je fais là, je voulais vraiment faire un espèce de mini documentaire, un mini reportage. Il y a plein de choses que Amy nous a dit hors caméra que j'ai pas pu mettre parce que sinon la vidéo durait quasiment 2 heures. C'était vraiment très intéressant, je remercie encore une fois, enfin je remercie plein de fois, mais c'était vraiment insane pour moi de faire un tel reportage, comme ça j'en ai même beaucoup appris sur le monde de la bière. N'hésitez pas, comme il disait dans la vidéo, la Dauphine propose des stages, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui recherche un stage ou si une personne qui veut découvrir un petit peu le monde de la bière. Donc ça va d'un stage entre une semaine, ça peut jusqu'à 1 mois, 2 mois, etc. proposé par Pôle emploi, comme disait Émile dans l'interview. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des retours, si vous voulez plus ce genre de format de vidéo, si jamais vous avez des questions sur le monde de la bière. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne, et abonnez-vous. Voilà, allez, portez-vous bien, à la prochaine, salut.